Bonjour à tous, je me présente rapidement. Donc, je suis Frédéric Dubuche, je travaille chez Bing. Je suis responsable de l'équipe qui fait les 10 Blue Links, l'algorithme de ranking de Bing. Un petit sondage rapide. Dans cette salle, qui faisait déjà du SEO à l'époque d'Alta Vista? Ah, 4 personnes, c'est pas mal. Moi, à l'époque d'Alta Vista, j'étais au collège ou au lycée. Donc, je faisais pas vraiment du SEO, mais en tant qu'utilisateur, à l'époque, c'était à peu près clair qu'Alta Vista, c'était basé sur les mots-clés. Pour trouver ce qu'on voulait, il fallait vraiment taper le bon mot-clé, les mettre entre guillemets, ce genre de choses. Et donc, j'imagine qu'à l'époque, les SEO travaillaient beaucoup sur l'optimisation de mots-clés. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment bread and butter pour les SEO. Puis après, je suis arrivé en première, c'était en 99-2000, et quelqu'un m'a montré Google. Il me disait, non mais Google, ça déchire, c'est bien mieux que Alta Vista ou Voilà ou tous les trucs que tu connais. C'est pas possible, Alta Vista c'est super, je tape des mots-clés, je trouve ce que je veux. J'ai essayé et c'était incroyable. Et j'ai appris ensuite, quand je suis arrivé à l'université, que Google était basé sur les liens. C'est comme ça qu'ils arrivaient à faire un super moteur de recherche. C'est en regardant qui liait à qui. Et donc, du coup, les SEO ont commencé à s'occuper des liens. Et ça fait maintenant 20 ans que le link building, c'est super important pour le SEO, pour arriver dans les moteurs de recherche. Et maintenant, quand on regarde, les utilisateurs vont taper des questions qui sont très élaborées. Quel est le plus grand gratte-ciel de New York? Et les attentes des utilisateurs maintenant sont très grandes. Les utilisateurs ne veulent pas juste 10 Blue Links, ils veulent une réponse avec la réponse exacte au World Trade Center en gras. Et donc maintenant, on est dans une époque où on peut taper quel est le plus grand gratte-ciel de New York, quel est le plus haut building de NYC, Big Apple, peu importe le mot-clé exact qu'on utilise, ce qui compte, c'est la signification derrière les mots. Donc maintenant, on voit le SEO changer rapidement, moins de mots-clés et plus de respect de l'intention des utilisateurs. Alors maintenant, vous allez me dire, Frédéric, c'est bien sympa ça, mais la rengaine de l'intention des utilisateurs, ça fait 10 ans qu'on l'entend, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que dans les dernières années, il y a un domaine de recherche scientifique qui a évolué, qui s'appelle le deep learning. Et le deep learning, c'est ce qui change vraiment. Ça permet au moteur de recherche de comprendre les mots, de comprendre les intentions des utilisateurs beaucoup mieux. Et je vais vous expliquer rapidement ce que c'est et comment on l'utilise chez Bing. Donc, si vous n'êtes pas familier du tout avec le deep learning ou le machine learning, je vais vous montrer un exemple. Donc ça, c'est du machine learning traditionnel. C'est apprendre à la machine à accomplir quelques tâches. Ici, la tâche canonique, c'est détecter le spam dans les emails. Donc la manière dont ça marche, c'est vous avez un paquet d'emails en entrée, certains ils sont spam, certains pas spam, et en sortie, vous les séparez en deux, le spam va dans la corbeille, ce qui n'est pas spam, ça va dans votre inbox. Donc la manière dont on crée un algorithme dans le monde du machine learning, c'est on a un humain qui va regarder un paquet d'emails et il va essayer de trouver les caractéristiques qui sont prédictives de ce que c'est du spam. Donc ici, dans le cas de l'email spam, on va regarder l'adresse de l'expéditeur, l'objet de l'email, est-ce qu'il y a un lien pour se désabonner, combien de liens externes sont dans l'email, des caractéristiques prédictives d'un spam ou de pas de spam. On va lancer ces différents signaux à la machine et on va essayer d'apprendre à la machine comment détecter le spam basé sur ces signaux. Et la manière dont on fait ça, c'est on va demander à la machine, je te donne un email, est-ce que c'est du spam ou pas du spam? Et dans ce cas-là, la machine, par exemple, fait une erreur. La machine, basée sur ces signaux, va dire c'est pas du spam. Et on va renvoyer l'email, on va avoir une boucle de feedback ici. On va renvoyer l'email à la machine, on va dire ça, c'est pas du spam, donc il faut ajuster un peu les signaux. Et la machine va apprendre à détecter le spam et dire s'il y a beaucoup de liens externes, c'est probablement un mauvais signal. S'il y a un lien désabonnement, c'est probablement un signal positif. Ça reste quand même relativement compliqué pour les humains de détecter tous les signaux possibles. Et donc, ça ne s'applique pas forcément à certaines tâches un peu plus compliquées. Par exemple, on va imaginer, on veut créer une application qui va détecter si une image est un chat ou pas. Dans le monde du deep learning, on adore les chats, on essaye toujours d'améliorer la manière dont on va détecter des chats de plus en plus compliqués. Et donc imaginons qu'on essaye de faire la même chose ici, avec un humain qui va déterminer quelles sont les caractéristiques d'un chat. Alors un chat, ça a des oreilles pointues, ça a 2 yeux, ça a 4 pattes, ok, mais bon, les chiens aussi, ça répond plus ou moins à ces caractéristiques.
Et donc on va finir, on va pas trouver vraiment de liste d'éléments qui sont vraiment déterminants de ce qu'est un chat. Donc la manière dont on résout ça, c'est on essaye de programmer la machine pour qu'elle apprenne à détecter les chats de la même manière que les enfants apprennent à reconnaître les objets. Donc ici, on a en entrée un nombre d'images. Certains sont des chats, ils sont tournés dans ce sens-là, ils sont à quatre pattes, ils sont sur leur dos, des images complètement différentes. Et on a des images de chiens, des images d'oiseaux, des images d'animaux différents. Et on va passer ces images à un réseau de neurones. Donc un réseau de neurones, c'est assez similaire finalement au cerveau humain. C'est un nombre d'équations mathématiques qui vont essayer de déterminer si c'est un chat ou pas. Et la manière dont on fait ça, c'est comme un enfant. Un enfant, on ne va pas lui dire ah ben, un chat, ça a deux oreilles, quatre pattes, une queue, et donc c'est un chat. Un enfant, en général, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pointer à un animal et va dire ah ça c'est un chat. Et on va lui dire ben non, ça, désolé chérie, ça c'est un chien. C'est pas la même chose. Et avec le temps, les enfants vont commencer à pointer les bonnes choses et à les nommer correctement. Et donc, ils vont nommer un chat, un chien, un chien. Et ici, c'est exactement pareil. En gros, on va montrer un nombre d'exemples à la machine. Et la machine va dire, ah, ça, c'est un chat. Et on va lui dire, non, c'est pas vrai. Et la machine va ajuster son comportement et va détecter différentes parties de l'image pour déterminer ce qui est un chat et ce qui est un chien. Et la raison pour laquelle on appelle ça du deep learning, c'est parce que les réseaux de neurones comme ça sont de plus en plus compliqués, ils ont de plus en plus de couches, ils sont de plus en plus profonds, donc c'est pour ça qu'on appelle ça du deep learning. Alors maintenant, vous allez me dire, quel est le rapport avec les algorithmes de recherche ? Détecter un chat, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va nous donner les 10 bons résultats dans Bing. Donc l'idée ici, c'est on peut faire plus ou moins la même chose, mais au lieu de détecter des images de chats, les chercheurs dans le monde du deep learning essayaient de classifier du texte. Donc on va avoir un ensemble de pages ou un ensemble de paragraphes qu'on va essayer de classifier d'une manière ou d'une autre. Et donc ici, par exemple, la tâche, ça va être classifier les revues d'app. Donc si vous allez sur l'App Store ou Google Play, vous allez avoir une liste de revues sous une app, et votre but c'est de déterminer automatiquement si la revue est positive ou négative, en fonction de ce qui est marqué dans la revue. Donc en entrée, ce que vous allez faire, c'est vous allez collecter 10 000 revues différentes d'apps variées, et vous allez passer ça à un réseau de neurones, et le but du réseau de neurones, ça va être de déterminer si c'est une revue positive ou une revue négative. Et la manière dont l'algorithme fait ça, c'est en essayant de comprendre le contenu de la revue. Donc si la revue dit c'est nul, l'app ne marche pas, c'est des mots qui sont très négatifs, le réseau de neurones va comprendre que c'est une revue négative. Si la revue dit c'est la meilleure app du monde, c'est super, le réseau de neurones va comprendre que c'est une revue positive. Et de la même manière qu'avec les images de chats, le réseau de neurones va s'ajuster, on va lui passer des revues négatives, et s'il dit qu'elles sont positives, on va corriger automatiquement le comportement du réseau de neurones en lui disant c'est une revue positive. Les chercheurs ont augmenté la taille du set de documents en entrée. Maintenant, c'est des millions de revues différentes. Et à mesure que le domaine scientifique du deep learning a avancé, les réseaux de neurones sont devenus de plus en plus compliqués. Maintenant, vous avez dû entendre, les infrastructures pour générer ces algorithmes sont aussi devenues de plus en plus compliquées. Et grâce aux cartes graphiques, donc c'est marrant de se dire que les cartes graphiques, quand j'étais jeune, c'était ce qu'on mettait dans son PC pour pouvoir jouer aux jeux vidéo. Et maintenant, c'est un élément essentiel du deep learning. Les cartes graphiques sont devenues plus puissantes que les processeurs normaux pour entraîner ces algorithmes. Et donc, ça a permis à ces algorithmes d'accomplir des tâches de plus en plus compliquées. Donc ici, le but du jeu, c'est pas seulement de dire c'est une revue positive, c'est une revue négative. Le but du jeu, c'est de dire quelle est la revue, quel est le sujet de cette revue en particulier. Donc ça peut être un rapport de crash, ça peut être une requête de fonctionnalité, de dire que c'est du contenu inapproprié. Et la manière dont on accomplit ces tâches de plus en plus compliquées, c'est en passant de plus en plus de contenu à ces réseaux de neurones qui, comme vous le voyez, grâce aux 3 petits points à chaque niveau, deviennent de plus en plus grands. Et ce qui s'est passé, c'est on se dit finalement, pour arriver à accomplir cette tâche, ce qu'on a créé, c'est un algorithme qui arrive à comprendre le langage. Parce que finalement, une revue d'app, c'est relativement arbitraire. Les gens vont pouvoir taper les mots qu'ils veulent, ils vont utiliser des phrases différentes. Donc finalement, on a créé un petit modèle
qui comprend le langage, anglais, français, n'importe quelle langue. Et donc, ce qui se passe, c'est, on s'est dit, si au lieu d'utiliser seulement des revues d'app, on prend un corpus de documents qui est beaucoup plus grand, disons tous les livres qui sont à la BNF ou tout le contenu de Wikipédia, alors dans ce cas-là, on va pouvoir créer des algorithmes qui vont se généraliser à l'ensemble du langage et à l'ensemble des sujets possibles dans le langage. Et donc, vous avez dû entendre parler de l'algorithme BERT. Ça fait depuis à peu près juin qu'on l'utilise chez Bing. Google l'utilise en production depuis novembre. En fait, ce que c'est, BERT, c'est un modèle qui arrive à comprendre le langage. Et donc, ça permet aux machines de comprendre exactement de quoi on parle quand un utilisateur va taper une requête ou quand un webmaster va créer un document. Et ça permet aux algorithmes de recherche de faire le lien entre une requête et un document. Donc concrètement, comment ça marche pour un moteur de recherche? Ça, c'est une image de Paris, mais finalement, que vous pouvez appeler ça Paris ou la ville lumière ou la capitale de la France, la manière exacte dont vous appelez Paris ne change pas le fait que c'est Paris. Donc si vous regardez un GPS par exemple, si vous appelez ça Paris ou la capitale de la France, ça ne change rien. Les coordonnées GPS de Paris ne vont pas changer, elles vont rester toujours les mêmes. Et ici, c'est la même idée en se disant que le concept de Paris ne va pas changer, quelle que soit la manière dont vous appelez Paris. Si vous appelez Paris la ville lumière, ça reste quand même le concept de Paris. Et donc, ce que les chercheurs font, c'est créer une carte virtuelle de tous les concepts, qui est finalement similaire à une carte géographique, sauf qu'au lieu d'avoir des coordonnées GPS, ce sont des vecteurs. Donc, si vous vous souvenez de vos années de lycée en maths, des vecteurs, c'est une série de nombres qui représentent des coordonnées dans un espace virtuel. Ici, c'est la même chose. L'algorithme va transformer un concept en une série de nombres qui va représenter ce concept sur une carte. Donc la manière dont on peut visualiser ça, finalement, c'est dans une carte de concept. Donc on a Paris, qui est une localisation géographique. On a Bill Gates, donc ça n'a rien à voir avec une localisation géographique, c'est un concept, c'est une personne connue. Astrophysique, un domaine de la science. Donc des concepts complètement différents qu'on doit représenter sur cette carte géante. Et maintenant, si on veut s'amuser un peu, on peut regarder des concepts qui sont un peu liés. L'informatique, c'est aussi un domaine de la science. Et donc, quand on le représente sur cette carte de concept, il va être relativement proche d'astrophysique. Et donc, on peut s'imaginer que ce quartier de la carte des concepts, finalement, c'est le quartier qui contient tous les concepts liés à la science. Maintenant, on regarde Stephen Hawking, une personnalité scientifique connue également. Et Stephen Hawking, sur cette carte de concept, apparaît aussi relativement proche de Bill Gates, parce que c'est une personnalité connue dans le monde de la science. Et donc, dans ce petit quartier de la carte des concepts, en orange, on a tous les concepts qui représentent des personnes connues dans le monde de la science. Et si vous regardez, une caractéristique intéressante sur cette carte, c'est que Stephen Hawking est plus près du concept d'astrophysique et que Bill Gates est plus près du concept d'informatique. Et donc, les chercheurs se sont dit, c'est intéressant ça, si on ajoute ces concepts ensemble, peut-être qu'on peut arriver à représenter des concepts plus compliqués. Donc je vais vous donner un exemple ici, relativement simple. On a le concept d'un homme qui est représenté sur cette carte. Et on a le concept de la femme qui est représenté un peu plus loin sur cette carte. Et on se dit, ce qui lie les deux concepts, c'est le concept de féminité. C'est ce vecteur en rouge ici. Maintenant, disons que sur la même carte, on a le concept de roi. Un roi, ce qui fait la différence entre un homme et un roi, c'est le concept de royauté. Et maintenant, surprise, spoiler alert, si vous ajoutez les deux, vous partez d'homme, vous ajoutez le concept de féminité, vous ajoutez le concept de royauté, ça donne une reine. Et donc, une caractéristique super importante de ces vecteurs, c'est qu'on peut les ajouter entre eux pour trouver des relations entre les différents concepts. Et donc, dans le monde des moteurs de recherche, c'est super, parce que finalement, qu'est-ce que c'est une requête? C'est un ensemble de concepts différents. Donc, quand on dit quel est le plus grand gratte-ciel de New York, les deux mots-clés les plus importants, c'est gratte-ciel et New York. Et donc, on va pouvoir ajouter ces deux concepts pour trouver les gratte-ciels de New York. Donc ici, si on représente sur la carte des concepts gratte-ciel et New York, ce qui va se passer, c'est si on ajoute les deux, on va se retrouver dans cette zone de la carte des concepts qui va contenir tous les gratte-ciels de New York. Et ça n'a aucune importance si vous appelez ça des buildings, des gratte-ciels, des skyscrapers, si vous dites New York, NYC, Big Apple. Au final,
dans cette partie, dans ce carré en bleu, vous allez retrouver tous les concepts liés au gratte-ciel de New York. Le World Trade Center, Empire State Building. Mais au final, ça ne répond pas forcément aux attentes des utilisateurs de juste dire « Oh, gratte-ciel de New York, World Trade Center ». C'est très bien qu'on comprenne les contenus de mieux en mieux grâce au deep learning, mais quand un utilisateur demande quelle est la hauteur du plus grand gratte-ciel de New York, ce qu'ils veulent, c'est une réponse. Ou alors, quel est le plus grand gratte-ciel de New York, ils veulent pas forcément avoir 10 liens qui vont dire bon, ça c'est une liste de tous les gratte-ciels de New York. Ils veulent le plus grand gratte-ciel de New York. Et donc, c'est ce qu'on appelle chez Bing les réponses intelligentes, Intelligent Answers. Google les appelle Featured Snippets. On veut avoir cette réponse qui apparaît tout en haut, en premier, avec, en gras, si possible, la partie de la réponse qui correspond exactement à la question de l'utilisateur. Pour faire ça, ce qu'on fait, c'est on regarde d'abord les résultats organiques. Donc c'est super important. Pour apparaître dans les réponses intelligentes, il faut avoir un bon classement organique. Donc on va regarder, c'est le top 4 ici, pour la requête quel est le plus gros gratte-ciel de New York. Et ici, il se trouve que la réponse vient de cette page Wikipédia qui est le résultat organique qui est tout en haut. Mais ce n'est pas une garantie. Le résultat organique qui correspond à la réponse intelligente peut être n'importe où dans les 10 premiers. Ce n'est pas forcément le premier résultat, même si ça arrive assez souvent. La manière dont on fait ça, c'est pour chaque document dans le top 10, on va essayer de décomposer la page et de comprendre exactement son contenu. Donc sur une page Wikipédia ici, ce qui compte, ce n'est pas le menu à gauche, ce n'est pas le titre Wikipédia en haut à gauche, c'est ce qu'on appelle la section principale. Donc pour chaque document, on va décomposer la page en section principale, les paragraphes et les phrases. Et pour ceux qui étaient dans la session de Martin ce matin, de l'autre côté, quand il disait on va regarder le DOM et on va regarder le header H1, les balises paragraphes, finalement, ça va exactement nous aider à construire cette représentation à gauche qui est une représentation en forme d'arbre de la page, avec en haut le H1, liste des plus hautes constructions de New York, et ensuite les paragraphes et chaque phrase. Et ce qu'on va faire, c'est on va avoir cette collection de paragraphes et de phrases pour tout le top 10 de Bing. Et on va comparer ça à la requête, et on va chercher quelle est la phrase ou quelles sont les deux phrases qui correspondent le mieux à la requête. Dans ce cas-là, ce sont les phrases 2 et 3 du premier paragraphe. Quel est le plus haut gratte-ciel de New York ? Le plus haut gratte-ciel de la ville est actuellement le One World Trade Center qui culmine à 541 mètres. Et on va extraire directement les phrases ici et les faire apparaître dans la réponse intelligente. Ce qui est super important ici, c'est qu'on ne va pas aller chercher le contenu de la page en live sur Internet. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la version qui a été crawlée pour la dernière fois. Donc on va crawler tout l'Internet. Ce qui apparaît dans le top 10, ça vient de notre index. Et ces résultats viennent de la page qui a été crawlée. Donc ce qui est super important de retenir, c'est les fondamentaux restent super importants. On parle de deep learning, on parle d'IA, on parle de réponses intelligentes, mais au final, si on n'arrive pas à crawler votre contenu, si on n'arrive pas à indexer vos pages, bah, ça va servir à rien, vu que ce qui est retourné par le moteur de recherche, c'est ce qu'on a réussi à crawler et à indexer. Et donc, qui de mieux pour parler du crawl et de l'index que Fabrice, qui gère l'équipe indexation chez Bing. Merci Frédéric. Fabrice Canel. Donc je vais vous parler du crawler et je vais vous donner aussi quelques notions sur JavaScript. Donc à Bing, je suis un des directeurs, je suis basé comme Frédéric aux États-Unis, je suis français. Et la mission de mon équipe, c'est de construire pour Bing une base de données. Et cette base de données, elle doit contenir l'Internet. Elle doit contenir les éléments, les pages les plus importantes de l'Internet. Elle doit contenir les documents les plus récents de l'Internet, les plus propres, c'est-à-dire pas de spam, pas des choses comme ça, et une compréhension intelligente de l'Internet. Donc je vais vous décrire un petit peu ce que l'on fait et je vais vous montrer les limites de l'intelligence artificielle, parce qu'on est capable de faire pas mal de choses, mais vous pouvez nous aider à indexer l'Internet. Donc, les objectifs de mon équipe sont alignés avec vos objectifs SEO. Vous désirez, au final, indexer toutes les pages pertinentes de votre site.
Évidemment, sinon on ne peut pas lier sur vos contenus. Quand vous fixez une erreur orthographique, vous désirez que cette information soit prise en compte par le moteur de recherche. Quand vous publiez du contenu, vous ne désirez pas attendre que cette information soit indexée. Vous désirez que ça soit le plus vite possible. Donc c'est la notion de fraîcheur des résultats de recherche. Et évidemment, mon objectif de fraîcheur est complètement aligné avec vos objectifs d'avoir ce contenu indexé par le moteur de recherche. Quand vous désirez publier de l'information, évidemment, comme l'a dit Frédéric, vous désirez que cette information soit comprise par le moteur de recherche. Donc évidemment, il s'agit de faire de l'HTML qui est valide, mais au final, mon équipe va corriger les erreurs que vous pouvez faire dans le contenu, parce que vous pouvez manquer un tag HTML, et donc mon équipe sera capable de comprendre l'Internet. Évidemment, il s'agit de nettoyer l'index aussi. Nettoyer l'index, genre, si vous enlevez du contenu de vos sites, il s'agit que le moteur de recherche aussi enlève ce contenu de l'index, sinon les liens vont être liés sur des pages qui sont cassées. Pourquoi on crawl le web? Pourquoi que ce soit Google ou Bing ou les autres crawlent le web? Donc c'est l'exemple de cette page qui est la page de Paris Search Why 2020. Et au final, il s'agit de télécharger le contenu sur le store. Donc qu'est-ce qui se passe? Il s'agit aussi de rafraîchir le contenu quand la page va être mise à jour. Donc la première chose que l'on fait, c'est les moteurs de recherche ont un crawler, Bingbot, Googlebot, et ce crawler va envoyer une HTTP request pour télécharger le contenu, et l'HTML revient et est analysé et compris par le système, que ce soit Bing ou Google ou autre. Donc c'est vraiment crawling, c'est vraiment la partie il s'agit de télécharger le contenu Internet et de rafraîchir le contenu. Souvent, les personnes oublient la notion de rafraîchir le contenu. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de faire une seule requête. Il s'agit aussi de continuer à faire des requêtes pour savoir si le contenu a été modifié. Comment on juge si un crawler est intelligent ou pas? Donc, il s'agit de l'efficacité. Le but ultime d'un crawler, c'est encore une fois que toutes les pages que l'on a dans l'index soient une copie de la dernière version de la page qui est publiée sur le site web. Encore une fois, vous publiez une nouvelle page ou la modifiez. Idéalement, le moteur de recherche doit avoir une copie instantanée de cette page. Intelligent. Il s'agit que le crawler, idéalement, encore une fois, ne crawl que le contenu qui a été juste modifié et ne crawl plus jamais ce contenu s'il n'a pas été modifié. Donc, parce que si on crawl le contenu, on dépense des ressources énergétiques, on crée du global warming pour rien. Le contenu n'a pas été modifié, pourquoi le crawler? À quoi ça sert? À rien. Le contenu, encore une fois, n'a pas été modifié. Si on crawl du contenu qui n'a pas été modifié, ça aussi, on a une notion de ce qu'on appelle le crawl budget. C'est-à-dire sur les sites, on ne peut pas crawler un nombre infini de ressources tous les jours, et donc on limite le nombre de recherches que l'on fait sur tous les sites. Donc il s'agit, si on optimise le crawl sur uniquement le contenu qui a été modifié, ça nous permet de ne pas dépenser des ressources sur du contenu qui n'a pas été modifié. Et l'autre chose, c'est ne pas obéir aux contraintes de politeness. Il faut être poli avec les sites. Il ne s'agit pas, on a des ressources énormes pour crawler l'Internet. Il ne s'agit pas de faire ce qu'on appelle une DOS attack, de casser vos sites en envoyant des requêtes, trop de requêtes sur vos sites. Donc idéalement, il s'agit de savoir combien de requêtes vous acceptez sur chaque site. Est-ce que les crawlers sont intelligents aujourd'hui? Malheureusement, ils ne sont pas réellement intelligents. Je peux vous dire que Bingbot ou Googlebot, ils ne satisfont pas les buts ultimes de la page précédente.
je vais vous montrer qu'avec votre aide, vous pouvez devenir beaucoup plus intelligent sur Bing. Les prochaines pages vont vous décrire ce qu'il s'agit de faire pour que vous puissiez satisfaire ces buts ultimes de crawl. Pourquoi le crawl est difficile? Toutes les pages changent, disparaissent à tout moment. Vous allez peut-être en train de tweeter, vous allez publier des informations, vous allez changer vos pages lundi prochain sur votre site internet. Je ne sais pas. Vous savez, je ne sais pas. Et donc le problème de Bing, ou le problème de Google ou autre, c'est qu'on a besoin de visiter et visiter et visiter encore et encore les pages qui sont sur Internet. Donc idéalement, on a besoin d'un logiciel qui est super smart, avec de l'AI, avec toutes ces choses-là, pour comprendre les limites de vos sites, pour comprendre la structure de vos sites et pour crawler toutes vos pages sur Internet. Et le problème, c'est aussi qu'on a besoin de crawler des milliards et des milliards de pages tous les jours. Il y a une diversité de sites et de solutions. Il y a des tout petits sites avec 10 pages, c'est votre site familial avec quelques images, quelques photos. C'est assez facile pour tous les moteurs de recherche de visiter ce site, de découvrir ces 5-6 pages et de les crawler. Vous avez des sites beaucoup plus compliqués, genre Facebook ou autres, avec des milliards et des milliards de pages. Et dans ce cas-là, c'est évidemment beaucoup plus difficile pour les moteurs de recherche de découvrir ce qui a été changé sur le site. Et ils sont obligés de crawler, crawler et crawler pour découvrir toutes ces pages-là. Vous pouvez faire du JavaScript, vous pouvez faire des pages beaucoup plus compliquées que du HTML qui est statique. Ensuite, vous avez des diversités de solutions. Vous avez dans cette salle, en général, c'est des personnes SEO. Et ces personnes SEO désirent avoir les moteurs de recherche qui visitent le site beaucoup par rapport à vos opérations, vos personnes qui managent le site web et qui vont dire « Attendez, ça nous coûte, évitez de nous crawler beaucoup ». Donc, ce que l'on a fait, c'est on a vraiment réfléchi et on a une solution qui vous permet de satisfaire les buts ultimes du crawler. Donc ça a été annoncé l'an dernier et ça a été repris par le très bon site Abondance. Et donc on a offert à l'ensemble des personnes dans la pièce et l'ensemble des webmasters la possibilité par site d'indexer jusqu'à 10 000 URL par jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà un des problèmes que l'on a à régler et qui se pose sur tous vos sites tous les jours. C'est Search and Why Paris 2020 et l'an prochain, il va y avoir Search and Why 2021. Donc durant l'année, le site va être mis à jour. Personnellement, je ne sais pas quand le site va être mis à jour. Il ne s'agit pas de m'envoyer un email pour me dire votre site a été mis à jour, parce que ma mailbox est trop petite. Donc, au lieu de visiter encore et encore ce site web tous les 5 minutes pour savoir si la page a été modifiée ou tous les 5 secondes, pourquoi ne pas demander au webmaster de nous dire que la page a été modifiée? Donc, ce que l'on a fait, c'est l'an prochain, ça va être 2001. Et donc, ce que l'on a fait, c'est on nous offre une API qui nous permet de nous dire que la page a été modifiée. Une fois qu'on a reçu cette requête, on envoie Bingbot pour capturer le contenu. Et, process de base, le contenu revient et la page est indexée avec 2021. Donc, c'est un moyen de dire en temps réel que votre site a publié du contenu qui est nouveau, une nouvelle URL ou du contenu qui a été mis à jour sur votre site. Et on a communiqué sur cette API l'an dernier. Et ce qui se passe, c'est qu'on est dans une phase d'adoption de cette API. Les grands sites, LinkedIn par exemple, et d'autres, ont adopté l'API.
des petits sites. C'est un exemple de petit site qui a adopté l'API. Et on annonce aussi des partenariats, genre avec Botify, qui ont des solutions qui vont permettre d'adopter cette API automatiquement sur ces solutions. Au final, l'adoption de l'API, si vous désirez avoir un site, si vous avez des compétences de développeur, c'est très très facile. Vous allez sur le Bing Webmaster Tool, vous obtenez votre clé avec ce genre de code. Donc c'est vraiment très très facile. Vous voyez, ce n'est pas énormément de code, c'est très facile. Vous appelez notre API et voilà, votre API et l'URL, le lien est indexé en temps réel. Pourquoi adopter l'API? Réduire les coûts, mettre à jour votre contenu sur Bing en temps réel. Dès que vous publiez votre site, le contenu est indexé. Mieux concurrencer vos concurrents. Encore une fois, l'Internet, c'est la nouvelle génération, ce n'est pas ce qui s'est passé il y a 10 ans. C'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui se passe maintenant, c'est ce qui se passe cet après-midi. Et donc, avoir le contenu indexé en temps réel, vous êtes gagnant par rapport aux d'autres concurrents qui ne sont pas sur ces techniques qui vous permettent d'indexer le contenu en temps réel. Vous vous souciez de l'environnement. Crawler, c'est un effet important sur global warming. Je vous ai parlé de milliards et des milliards de requêtes par jour. Pensez le coût énergétique de ces requêtes. Et donc les solutions LinkedIn et autres gros sites qui ont adopté ces solutions ont vu le nombre de requêtes de BingBot qui ont vraiment diminué sur leur site, ce qui a permis de réduire les coûts et encore une fois de minimiser le crawl de BingBot et le coût sur l'environnement. Encore une fois, il y a des milliards d'URL, des milliards et des milliards de liens par jour, 365 jours par an. Donc l'impact énergétique est important au cours des années à venir. Et surtout, vous dormez mieux. Vous êtes des webmasters, vous pouvez dormir, le contenu est indexé. Si le contenu est indexé, au moins le problème 1 est réglé, le contenu a été indexé par Bing. Évidemment, le contenu ne sera pas forcément retrouvé par le moteur de recherche. Donc ça, c'est le problème que Frédéric a réglé. Mais au moins, la première partie de votre contenu est dans le Bing Web Data Store est réglée. Donc je vous encourage vraiment à regarder cette API. Encore une fois, vous pouvez l'adopter par vous-même. Et actuellement, on est en train de travailler avec l'industrie pour que les solutions, les outils de gestion de contenu et autres adoptent par défaut cette API pour vous faciliter la tâche. Maintenant, je vais changer de sujet pour les 5 dernières minutes et je vais vous parler de JavaScript. Donc, on a une bonne nouvelle, c'est que BingBot adopte le nouveau Microsoft Edge pour visualiser les pages web. Donc, vous êtes peut-être au courant qu'il y a un nouveau browser, un navigateur de Microsoft qui est Microsoft Edge. On a gardé le même nom, mais le moteur derrière Microsoft Edge, on a travaillé et adopté l'open source, le projet open source de Chromium. Et ça va vous faciliter la tâche pour SEO. C'est un excellent moteur de recherche. Les gens qui ont testé ce moteur de recherche, genre Business Insider ou autre, l'ont trouvé très très bon. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en train d'utiliser la même technologie que sur BingBot, sur Edge, sur Googlebot et Chrome. Donc évidemment, ça fait les choses plus faciles pour vous, puisque les développeurs ne vont pas passer du temps à tester sur tous les browsers et sur tous les moteurs de recherche. Vous testez en général sur Edge ou sur Chrome ou sur Googlebot, et donc c'est compatible BingBot. Donc ça va vous faciliter les tâches, parce que quel que soit ce que vous faisiez sur
il s'agit de vérifier une seule fois au final que la page sera visible sur les différents navigateurs et donc sur les moteurs de recherche. Donc encore une fois, c'est plus facile, ça vous gagne du temps, ça vous gagne du temps de savoir que ce que vous visualisez dans vos navigateurs est aussi visible et marchera sur les autres moteurs de recherche. Donc actuellement, c'est une phase de transition. Par le printemps prochain, on aura complètement transitionné sur ce nouveau moteur. Et donc, vous verrez des améliorations sur vos sites, puisque le nouveau moteur est en général plus compatible avec vos sites. C'est bien, mais que ce soit Microsoft, Bing ou Google, vous dira aussi de limiter l'utilisation du JavaScript. JavaScript, c'est bien, mais ça, c'est limite. C'est demande des ressources qui sont un peu plus compliquées sur la partie de visualiser le contenu. Les gens font des erreurs, ils bloquent l'accès au style sheet et au JavaScript avec des robots qui d'isallo l'accès au contenu. Et donc, au final, si vous avez des gros sites, si vous avez un contenu Internet avec des gros sites, il s'agit de limiter l'utilisation du JavaScript. Le moyen de communiquer avec Bing, c'est Bing Webmaster Tool. On vous donne de l'information utile sur vos sites, on vous donne des données, donc je suggère que vous enregistrez vos sites sur Bing Webmaster Tool pour avoir déjà des données utiles, tableaux de bord et autres, qui vous montrent le trafic de Bing. Bing, c'est pas Bing, c'est Bing, Yahoo, Quant, les moteurs de recherche, AOL et autres. Il y a une panoplie de solutions qui utilisent Bing actuellement. Et donc, Bing Webmaster Tool vous donne la visibilité sur Bing Plus et Yahoo. Et donc, c'est utile pour vous d'avoir une visibilité globale de ce qui se passe du point de vue Bing. On a facilité, on a adopté vous pouvez vous connecter à Bing Webmaster Tool avec votre compte Microsoft, Google ou Facebook. On vous facilite la connexion à Bing Webmaster Tool automatiquement si vous avez un système de domaine, de registration. Et aussi, une chose qui est facile, encore une fois, pour vous faciliter la tâche, vous pouvez importer tous vos settings depuis le Google Search Console. Donc en 5 minutes, vous pouvez importer et avoir les données sur Bing Webmaster Tool. Donc, en action, il s'agit d'enregistrer votre site sur Bing Webmaster Tools. Ça nous permet de vous communiquer, ça vous aide, c'est gratuit. Évidemment, il faut le faire. Et voilà. Merci.